Liberté. 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 Château-Vallon, liberté. Château-Vallon. Château-Vallon, Château-Vallon. liberté. Château-Vallon, liberté. Château-Vallon, liberté. En aparté, le podcast. Ravi d'être ensemble aujourd'hui pour parler d'un problème curieux, le nomadisme. Je pense que ce mot caractérise le vivant. Le fixisme, c'est l'ordre des cimetières. Alors là, et encore, même là, ça bouge. Même dans les cimetières, ça se dégrade un peu, et le vivant est nomade. Tout change, les animaux, les plantes, et nous-mêmes, on est de mieux en mieux. C'est-à-dire que déjà, il y a 300 000 ans, quand on est arrivé sur Terre, on était déjà très bien, mais alors aujourd'hui, on est encore mieux. Alors pour essayer de réfléchir à cette manière dont la vie est nomade, quelle que soit la forme de vie, et ce que le virus nous a fait découvrir, là, ces dernières années, ces derniers mois encore, c'est que à cause on avait une pensée curieuse, on se croyait au-dessus de la nature. Et depuis ces 2 dernières années, on a découvert qu'on est dans la nature et que si on maltraite la nature, on partira, on mourra avec elle, et là, il y aura du fixisme. Donc on a un choix entre le nomadisme du vivant, des idées, et le fixisme, qui est la pétrification, c'est-à-dire la mort. Donc c'est pour ça qu'on s'est donné rendez-vous aujourd'hui pour parler. Alors pour essayer de voir un petit peu est-ce que la mer a un avenir? Et on peut se dire que le rêve des marins, c'est d'être à port, d'être sur un port. Parce que là, on est en sécurité, on est tranquille. Seulement, les marins, ils bougent tout le temps, et dès qu'on bouge en marine, il y a sans arrêt le milieu naturel de la mer. Mon œil, s'il y a un milieu instable, c'est bien la mer. Donc, mais dès l'instant où on bouge, on se pose des problèmes. Et le problème qu'on pose aujourd'hui, c'est comment va-t-on en parler? C'est-à-dire que il y a 2 phénomènes, nous, êtres humains, on vit quand même dans 2 mondes. On vit dans le monde du réel, on reçoit l'empreinte, on reçoit la biologie, la chaleur, la déshydratation, et ensuite on vit dans un monde de représentation verbale. Et parfois, les 2 ne sont pas associés. Parfois, il y a des récits complètement coupés du réel, on appelle ça les délires, et il n'est pas nécessaire d'être psychotique pour délirer. Je connais des tas de gens non psychotiques qui délirent, et il y a des gens, on vote pour eux, parfois. donc on a... Et puis, il y a le réel. Alors, il est important de mettre en scène d'images, des scénographies d'images et de mots pour savoir comment on va pouvoir parler et comment on va pouvoir communiquer ce que les praticiens, les scientifiques ou les praticiens, parce que Jean-Louis Etienne, je le considère comme un praticien, c'est-à-dire un OS. C'est donc ce que les praticiens mettent. Alors, il va y avoir à Toulon un musée dont vous êtes le directeur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est l'enjeu de ce musée? Merci de cette longue introduction très riche. Déjà, vous avez abordé beaucoup de sujets très très profonds. J'aime bien quand vous avez commencé par dire tout change, parce que c'est un peu effectivement tout change, et il faut bien rester dans le réel. J'ai envie de dire que les enjeux maritimes changent beaucoup, et on est là aussi pour en parler d'environnement, parler de l'ensemble des enjeux. Vous disiez, est-ce que la mer a un avenir? Moi, j'ai envie de dire que je vais transformer ma façon. La mer est l'avenir de l'humanité. Je pense qu'on va tous le dire, chacun à sa façon ici. On sait bien que ça représente 70% de la planète, et qu'on appelle la planète Terre, mais on ferait mieux de l'appeler la planète bleue. Et aujourd'hui, tout change. On voit bien la dynamique qui est autour des océans. Mais il n'y a pas que les enjeux qui changent, il y a aussi les musées qui changent. Et les musées, voilà, il y a la vision un peu traditionnelle des musées. On va voir des collections, on va voir des objets, on va voir des peintures. Et aujourd'hui, les musées deviennent de plus en plus interactifs, et ils mettent surtout le public au centre des préoccupations pour que ce qu'on montre, ça corresponde à des goûts ou des désirs ou des souhaits du public. Et quand on crée un musée, comme je suis en train de faire, je vais un peu élargir sur Toulon, mais aussi sur le musée national de la Marine, c'est 6 musées
Il y en a un à Toulon, un à Brest, un à Lorient, 2 à Rochefort et un à Paris, place Trocadéro. On commence par les études de public. On commence à dire qu'est-ce que souhaite voir, qu'est-ce que souhaite intéresser. Il faut que ça corresponde aux questions que se posent les futurs visiteurs. Et quand on m'a confié la responsabilité de faire un nouveau musée, on m'a demandé de faire un musée d'avenir. Alors ça peut paraître un peu étrange au départ, alors qu'un musée c'est plutôt du passé, surtout le musée de la Marine qui a 250 ans. C'est un musée qui est né sous Louis XV. Et puis tout d'un coup, un musée qui a raconté peu ou prou l'histoire de la Marine nationale, dont amiral à ma gauche, je suis moi-même aussi marin de la Marine. Et puis d'un coup, on dit, la mer est tellement importante, la mer est tellement l'avenir du monde, parce que la mer répond à toutes les préoccupations et à toutes les solutions de ce monde de demain, de faire, à partir de ce passé, de construire un avenir. Alors, c'est pas simple à imaginer, et donc toute l'idée a été de trouver ce lien entre le passé et l'avenir, et on a trouvé une petite passerelle qui était le présent, et du coup, on a reconstruit le musée avec cette dialectique qui est aussi une dynamique, passé, présent, avenir. Le passé donne sa profondeur au présent qui éclaire l'avenir. Et l'avenir, c'est quoi? C'est l'avenir de la mer, l'avenir des océans. Vous avez compris qu'il y a un message dans ce musée, la mer et l'avenir, et on va parler justement des enjeux en disant, voilà, on vient pas de n'importe où aujourd'hui, on va pas n'importe où demain, on a des grands anciens qui sont pas si bêtes que ça, qui nous ont montré le chemin, et on va justement, avec ça, parler de la mer. Souvent, dans mes conférences, je dis, on m'a donné la mer, c'est un cadeau absolument extraordinaire. À nous, maintenant, dans ces 6 musées, de transformer ce cadeau, donner la mer à un musée, pour sensibiliser le grand public, surtout les jeunes générations, qui sont là aussi l'avenir, sur les enjeux de demain, et puisqu'on parle aussi d'enjeux humains et environnementaux aujourd'hui, sensibiliser sur les océans, protéger les océans. S'ils sont l'avenir, il faut les protéger. Voilà la mission qui m'a été confiée depuis 6 ans et qu'on fait avec la Marine nationale, évidemment, avec Jean-Louis Etienne, évidemment, avec les scientifiques, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Non, merci de présenter le problème comme ça, parce que, effectivement, la mémoire, c'est un phénomène d'anticipation. Au point de vue neurologique, j'ai été neurologue, on va chercher dans son passé, le passé il est là, partout, il vit encore, et Baudelaire est d'accord avec vous, parce que Baudelaire était un grand scientifique, il y a des gens qui croient que c'est un poète, mais c'est un grand scientifique, et Baudelaire disait, c'est à la lumière du présent qu'on éclaire le passé. C'est-à-dire que c'est à la lumière d'aujourd'hui qu'on va chercher dans son passé les fossiles, les cailloux, les plantes, les graines, les pollens qui sont là, mais qu'on n'éclaire pas forcément. Et il faut qu'il y ait donc une muséographie pour aller chercher et faire parler, mettre en lumière ces événements et les faire parler. Donc on aura donc cet échange sur le musée. Qu'est-ce qu'on va éclairer pour le transmettre aux gens aujourd'hui et à nos enfants? Qu'est-ce qu'on va mettre en lumière? Mais ça veut dire aussi que, comme tout à l'heure je parlais avec monsieur le préfet, et il m'expliquait que la Méditerranée est un bassin, c'est un lac, mais c'est important parce que c'est un lac, mais ce qui veut dire que ceux qui souffrent en Syrie arrivent très vite à Marseille, et que toutes les pestes sont parties d'Antioche grâce aux marins, grâce aux bateaux. Il y avait des réserves de vivres, donc c'était cocagne pour les rats qui avaient des puces, qui portaient Yersinia, le bacille de la peste. Et chaque fois qu'il y a eu une épidémie de peste à Marseille, il y en a eu, il y a eu des siècles de peste, on constate que après une épidémie, après une catastrophe, qu'elle soit naturelle ou culturelle, les mêmes processus se remettent en place. Ou bien on remet en place le commerce, les ballots de soie, la route de la soie, qui était une merveille technique. On remet en place la route de la soie, et 2 ans après, on aura un nouveau virus, on aura un nouveau bacille. Ou bien, chaque fois qu'une société est désorganisée, ou chaque fois que des êtres humains sont anxieux, ils cherchent le sauveur. Et c'est un moment propice pour
élire démocratiquement un dictateur. Ou bien on a une troisième solution, c'est que après chaque catastrophe, on est obligé de tout repenser. Et dans ce cas-là, on a une renaissance, un nouveau contrat social, de nouvelles formes d'art, de nouvelles formes de peinture, de nouvelles manières. L'éthos, la hiérarchie des valeurs change, et c'est une nouvelle société qui se met en place. Alors ce bassin, ce tout petit bassin que vous appelez Méditerranée, qui est couvert de câbles, de bateaux visibles et invisibles, c'est donc vous qui êtes chargé de les surveiller et de nous en parler. Merci pour cette introduction. Alors effectivement, ce qu'on évoquait tout à l'heure avant d'arriver, c'est le fait que toutes les mers, finalement, tous les espaces maritimes ne sont pas les mêmes. Quand vous êtes sur la façade atlantique, donc vous êtes face à l'océan Atlantique, les terres les plus proches sont quand même très éloignées, et finalement les interactions outre le commerce maritime entre la côte américaine et les côtes françaises ne sont pas si importantes que ça. En Méditerranée, effectivement, c'est tout le contraire. C'est à la fois un espace maritime, mais c'est totalement indissociable des péririverains de la rive sud ou de la rive est, parce que ce qui se passe dans ces pays-là a bien sûr une influence sur ce qui se passe chez nous, et parce que de toute éternité, les contacts économiques, culturels entre les deux rives ont toujours été très forts. Et donc aujourd'hui, dans l'ensemble des politiques publiques qu'on peut mener au niveau français, ça n'a de sens que si on les partage avec nos partenaires, notamment de la rive sud ou au sein de l'Union européenne, de façon à avoir un effet concret sur cette petite mer. La mer Méditerranée, c'est 1% de la surface des océans, mais en même temps, c'est 20% à peu près de la biodiversité qui se trouve en mer Méditerranée, et on a beaucoup d'espèces, 25% à peu près des espèces en Méditerranée sont des espèces endémiques de la Méditerranée. Donc il y a un besoin aussi que l'ensemble des pays riverains se mobilisent pour protéger la biodiversité de la Méditerranée. Alors pour revenir sur l'aspect français, dans nos approches, cela nécessite bien sûr une concertation étroite avec tous les acteurs, parce que bien sûr on a tous la volonté, et c'est aujourd'hui une politique publique importante de protéger l'environnement. Et au sommet de l'UICN en septembre, le président de la République a souhaité qu'on mette en place à partir de 2027 5% de zones à forte protection en Méditerranée. Mais tout cela ne peut pas se faire en négligeant complètement les autres activités humaines qui existent en Méditerranée, que sont le tourisme, les activités économiques, aujourd'hui l'éolien qui répond aussi à une problématique environnementale et qui est en train de se développer en mer. Donc on voit bien qu'on a finalement sur une mer qui est toute petite, où on a beaucoup d'intérêts partagés avec nos voisins. On a nous-mêmes dans notre espace maritime beaucoup de contraintes diverses à essayer de faire coexister, et qui nécessitent donc à la fois de les gérer au sein de l'ensemble des acteurs français, mais également, pour que ça ait du sens et que ça soit cohérent, de partager ces différentes politiques, qu'elles soient énergétiques, de trafic commercial ou environnemental, avec l'ensemble de nos voisins du bassin méditerranéen. Alors, ce que vous nous expliquez, ça va poser des tas de problèmes d'ordre technique et d'ordre culturel, parce que la Méditerranée a toujours été un lieu de brassage. Je dis la Méditerranée, mais j'ai tort. Tout l'Afrique, tous les pays sont des lieux de brassage. Mais là, en Méditerranée, il y a un brassage très proche. C'est-à-dire qu'à l'époque des bateaux, on mettait quelques mois pour faire Antioche-Marseille. Maintenant, on met 3 heures. Non, un peu plus. Un peu plus? En bateau ou en avion? Ah oui, en bateau, non. Alors, mais en avion, on met 3 heures. Donc ça pose des problèmes culturels énormes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que c'est leur problème. Leur problème, 3 heures après, c'est notre problème. Donc on est contraint à une solidarité. Ce qui va poser des problèmes culturels, techniques, économiques, politiques, etc. D'autant que là, on parle de la mer, mais je pense qu'on va parler bientôt de la sécheresse aussi. Hein. C'est-à-dire que là, il va y avoir un problème majeur dans les mois qui viennent, avec des retombées culturelles et politiques énormes. Donc à ma gauche, là, il y avait donc 2 explorateurs du présent, donc du passé, et à ma droite, il y a 2 explorateurs
de l'avenir. Alors Jean-Louis Etienne, je le surveille depuis longtemps puisqu'on a la même formation, et je crois que c'est bien d'être médecin, c'est que c'est fait de nous des OS. C'est-à-dire que on fait de la théorie de temps en temps, on peut pas s'en empêcher, parce que la théorie c'est quand même une manière d'avoir une représentation claire qui organise notre système de pensée. Mais parfois on peut se laisser piéger par la théorie. Et en médecine, on sait bien que les théories délirantes, on en a connu. Et c'était les OS qui modifiaient ces théories. C'était les gens de terrain qui disaient ça marche dans le laboratoire, ça marche sur le papier, mais sur le terrain, ça colle pas. Ben, j'ai commencé au Ouest en tant que tourneur-fraiseur, vous voyez, Boris. Avant de faire médecine, j'ai fait tourneur-fraiseur. C'est ma première formation. Je suis un nomade professionnel. Je suis passé, donc j'avais pas les notes pour entrer en 6e, donc j'ai fait tourneur-fraiseur. Après, j'ai fait médecine. Il a fait médecine pour se payer les études de fraiseur. Et oui, et donc on a évoqué le nomadisme au départ, hein, c'est un peu la thématique. Et effectivement, j'ai plusieurs fois abandonné ce que j'ai acquis pour de nouvelles explorations, en fait, quoi. Et cette notion de nomadisme, enfin, de changer de métier, pratiquement, c'est quelque chose d'assez ancien. J'ai l'impression que c'est constitutionnel. Les nomades qui amenaient les troupeaux quelque part où il y avait à manger ont été dictés effectivement par la capacité de leurs troupeaux à trouver. Le nomadisme que j'ai adopté, c'est une fuite constructive. Ça doit bien soigner quelque chose. Ça m'a toujours tenté d'aller à une condition, c'est d'accomplir ce que l'on avait envisagé de faire. Au sens où on peut aller un petit peu plus loin quand on a accompli ce qu'on avait imaginé qu'on allait faire. Sinon, ça fait des frustrations et une quête instinctive de quelque chose qu'on n'arrivera pas à trouver, quoi. Et Nicolas Bouvier, qui était un écrivain suisse qui a beaucoup voyagé, a écrit l'usage du monde, et à la fin, après 10 ans de voyage, c'était un voyageur. Il parle, il quitte l'Afghanistan, c'est son départ, et il rentre après 10 ans, et il avait ce sentiment que ces 10 années de voyage l'auraient complètement soigné, entre guillemets, de cette quête de nomadisme, et il rentre, et il est confronté toujours avec ce qu'il appelle l'insuffisance centrale de l'âme. Je trouve ça magnifique. Vous voyez, cette espèce d'insatisfaction chronique que l'on a à vouloir toujours aller chercher. L'insuffisance centrale de l'âme, mais il ajoute qu'on est obligé de côtoyer, des fois de lutter contre, d'apprendre à côtoyer, et il dit qui est peut-être notre moteur le plus sûr. Vous voyez, cette insuffisance centrale de l'âme qui est quelque chose qui vous pousse à l'exploration. Et j'ai ce sentiment-là. Alors maintenant, j'ai 75 ans, on n'est pas loin, je crois, hein, Boris. Et est-ce que je suis soigné? J'ai pas l'impression. Alors j'espérais qu'il répondrait par des explorations, mais on lui pose... Excusez-moi, des fois je réponds pas à la question. Hein. Mais on le cuisinera tout à l'heure pour le faire parler. Mais ça fait rien parce que Jean-Louis Etienne pose quand même un problème psychosocial capital. C'est qu'on ne peut éprouver le plaisir d'explorer, que ce soit un continent, que ce soit une âme, que ce soit une culture, découvrir un autre continent, découvrir une autre culture, que si on est soi-même sécurisé. Si on a confiance en soi, on éprouve le plaisir d'explorer. Or, on voit qu'à chaque fois qu'il y a une désorganisation virale, une guerre, une catastrophe naturelle ou culturelle, même si on se rend compte qu'aujourd'hui, on ne peut plus différencier les deux, ou rarement, on se rend compte que quand les gens ont peur, ils se réfugient dans le fixisme, le dogme, la certitude. Et là, ça pose des problèmes culturels majeurs. Donc, j'ai posé... Sécurisé, alors. Moi, j'ai toujours... Il y a quelque chose qui m'a toujours apaisé, c'est que je savais qu'avec mes 10 doigts, je pouvais faire une cabane, avoir des poules, des œufs, un jardin et voir venir. J'ai toujours bricolé et c'est quelque chose qui m'a toujours rassuré de savoir qu'à n'importe quel moment je pouvais trouver une issue, une stabilité qui me permette de voir venir. C'était toujours mon inquiétude. Et ben voilà, ça c'est un raisonnement de fraiseur.
Alors, on a invité aussi un biologiste. Vous êtes biologiste, hein? Vous êtes biologiste? Je suis, oui, biologiste, microbiologiste plus exactement. Alors, on a invité aussi un biologiste dont je le connaissais pas, mais je connaissais son nom, Tambourini, parce qu'il a succédé à Marseille et Montpellier. Il y a une tradition, et aux Ambiers, il y a une tradition de laboratoire de biologie marine qui remonte à très loin. Et alors là, comme exploration, ce que vous m'avez dit tout à l'heure, c'est vraiment la planète Mars à côté, c'est vraiment le rikiki. Effectivement, au large de Toulon, à 40 km d'ici, on a mis un petit robot. Et ce petit robot, il peut avoir une tête, je ne sais pas si on le verra plus tard, mais qui peut faire penser effectivement à des systèmes martiens comme Persévérance. Et l'idée de mettre un petit robot à 2400 mètres de profondeur qui s'appelle Batibot, qui est là, qui a plutôt une tête sympa, c'était aussi pour donner la possibilité de rendre nomade vous, dans le futur, c'est-à-dire que dès qu'on l'aura connecté, parce que c'est pas un long fleuve tranquille pour mettre un système à 2400 mètres de profondeur, connecté à Internet, avec de l'énergie. Donc ça fait quelques années qu'on travaille là-dessus, et ça fait 6 mois qu'il devrait être connecté, et ça prend un petit peu de retard. Mais ça sera les yeux, nos yeux d'abord, nous en tant que scientifiques, mais j'espère aussi les yeux du public, pour donner accès à voir ce qui se passe à 2400 mètres de profondeur. Voilà, c'est une invitation au voyage en profondeur de la Méditerranée, qui finalement est pas si loin. Et ça, je pense que la connaissance du fait que la planète bleue est surtout une planète qui est complètement obscure, qui est profonde, l'océan est profond, et je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir commencer à instiller dans l'esprit pour faire comprendre qu'on a énormément de choses à connaître encore sur notre planète, les pôles en particulier, l'océan profond, et protéger un environnement, la mer. Je pense que ça passe par d'abord une connaissance, et sans connaissance, comment protéger quelque chose, ça me paraît compliqué. Et donc là, pour l'instant, on en est encore à observer cet endroit-là, montrer du beau, parce qu'on va un des objectifs scientifiques que l'on a, c'est voir des organismes qui produisent leur propre lumière, des organismes bioluminescents, donc montrer aussi du beau. Et c'est une aventure qui a démarré depuis 3, 4 ans, 5 ans, j'arrive plus à compter là, et qui, j'espère, va durer 5 à 10 ans dans le futur. Alors ça va être une nouvelle planète Mars à explorer, avec des formes de vivants qu'on ne soupçonne pas, notamment fabriquer sa propre lumière. Nous, on fabrique aussi un peu notre propre chaleur, mais ça va être des formes de vivants. Alors, on nous dit que quand on explore le passé, les archives du passé, les archives, c'est-à-dire les cailloux, les arêtes, les coquillages, on se rend compte que déjà avant nous, il y avait 1000 formes de vivants qui nous ont précédés, et que 95% de ces formes de vivants ont disparu. Et que nous, on fait partie pour faire un schéma, des 5% de survivants. Mais dans ce raisonnement-là, on ne tenait pas compte de ces milliers, probablement même de ces centaines de milliers de formes de vivants qui existent ailleurs sur la planète et qu'on ignorait. Donc il y a 1000 manières de vivre, 1000 manières d'organiser la vie, mais c'est nous qui maintenant, grâce au monde de l'artifice de l'outil, l'artifice du verbe, qui donne accès à la connaissance humaine, c'est nous maintenant qui sommes en train de modifier la planète complètement. C'est-à-dire que là, ça pose un problème énorme, c'est que on peut agir sur le milieu qui agit sur nous. Donc on a un degré de liberté, donc on a un degré de responsabilité énorme. Alors qu'est-ce qu'on va mettre dans les années, dans les mois qui viennent, qu'est-ce qu'on va mettre en chantier? Quelle va être la forme du vivant qui va nous permettre de vivre? Parce que en biologie,
Une découverte qui m'a passionné ces dernières décennies, c'est les cellules totipotentes. C'est-à-dire que, à partir d'une cellule, selon la structure du milieu, une cellule peut prendre 1000 formes différentes, donc s'organiser. Donc notre système de pensée et d'action, c'est d'agir sur le milieu qui agit sur nous. Et dans ce cas, on voit qu'il y a des décideurs techniciens, politiques, qui ont un rôle majeur. Comment va-t-on organiser le milieu en Méditerranée, par exemple, puisque on a la chance de vous avoir invité? Comment va-t-on organiser le milieu méditerranéen qui va agir sur nous par la sécheresse, par la migration, par la technologie et par les récits? Alors ça, le récit, on posera tout à l'heure la question, mais par la migration et par la technique, on peut agir sur le milieu qui va agir sur nous, être vivant parmi d'autres êtres vivants. Ceux qu'on connaît, les mammifères, ceux qu'on connaît, ils sont pas très nombreux finalement. Les espèces qu'on connaît, il y en a qu'on a domestiquées, il y en a combien? Une vingtaine, pas beaucoup plus. Hein. On va dire une vingtaine. Hein. Je tiens ce chiffre de Serge Morand. Je dis ça parce que Gilles Boeuf doit être dans la salle. Il faudra qu'il lui répète. Hein. Je l'ai cité. Hein. Donc, le reste, c'est des espèces qu'on connaît pas et qu'on va découvrir. Donc, on a un degré de liberté. Qu'est-ce qu'on va en faire sur le plan organisation de la Méditerranée dans les années qui viennent? Alors effectivement, comme ça a été très justement rappelé, pour ceux qui ont suivi les débats qui ont eu lieu à Marseille au Congrès mondial de la nature en septembre, il y avait un peu deux écoles. Il y a les gens qui disaient, en fait, il faut protéger, donc il faut s'interdire de faire de l'exploration des grands fonds, puisque si on fait de l'exploration des grands fonds, en fait, d'une certaine façon, on fait peser une menace ou on peut avoir un effet sur les grands fonds. Et puis ceux qui disaient au contraire, non, si on veut protéger, il faut d'abord commencer par connaître pour pouvoir ensuite effectivement protéger. Et nous, c'est un peu l'approche qu'on a en permanence dans les travaux de réglementation qu'on conduit à la préfecture maritime pour la façade méditerranéenne française. En fait, il ne s'agit pas de faire du chiffre. J'ai évoqué tout à l'heure la décision du président de la République, donc de classer 5% de la façade méditerranéenne en zone de protection forte. Il y a certaines associations qui étaient déjà à commencer à tracer des cartes. On va faire telle zone pour arriver à 5%. Je pense que c'est pas forcément la bonne façon de faire, parce qu'en fait, il faut commencer par travailler avec les scientifiques pour leur demander qu'est-ce qu'il faut protéger, qu'ils identifient quels sont effectivement les milieux, les espèces qui nécessitent une protection, et qu'ensuite, ils nous disent quelles mesures il faut mettre en place pour pouvoir effectivement répondre à ce besoin de protection. Et c'est sur la base de ces études scientifiques qui nous permettront de savoir quels sont les milieux, les espèces à protéger et quelles sont les mesures à prendre pour les protéger qu'on pourra derrière faire de la réglementation qui permet à ce moment-là de répondre à ces objectifs de protection. Donc on voit bien que la démarche réglementaire qui pourrait être conduite par l'État, de toute façon, ne peut avoir de sens et ne peut avoir une efficacité au-delà d'effets d'annonce que si elle s'appuie sur le travail des scientifiques, d'où effectivement les relations étroites qu'on a avec un certain nombre de laboratoires de recherche, que ce soit l'Institut de Toulon, le Pélagos, les conseils scientifiques des parcs et différentes universités de la façade. Ensuite, comme vous l'évoquiez, une fois qu'on a travaillé dans notre zone de responsabilité, comme je le disais tout à l'heure, il est aussi important qu'on partage ce que l'on fait avec les autres pays riverains de la Méditerranée, les autres acteurs. Alors il y a des organisations internationales que vous connaissez, le Congrès mondial, le Congrès de Barcelone, qui permet à travers un certain nombre de groupes de travail, de fédérer les États de la Méditerranée sur un certain nombre de problématiques environnementales, en particulier la Posidonie, pour permettre que les mesures fortes de protection de la Posidonie, par exemple, qui ont été prises en France, puissent être étendues à l'ensemble des pays de la Méditerranée. Mais il y a également l'accord Pélagos entre la France, l'Italie et Monaco, qui vise à protéger donc les cétacés dans le sanctuaire Pélagos, qui est entre la Corse, l'Italie et la France,
et qui est particulièrement réputé pour sa densité de mammifères marins et donc qui mérite une attention particulière. Et puis il y a l'accord Ramoge également en matière de lutte contre les pollutions avec là encore l'Italie et Monaco. Donc il y a aussi l'intérêt soit dans des cadres informels mais également dans des cadres formels de développer ces échanges de bonnes pratiques et de connaissances de l'environnement pour qu'on prenne tous ensemble les meilleures mesures adaptées à l'environnement. Et il y a également un rôle qui peut revenir à la société civile. Je vais prendre un exemple parmi d'autres. C'est, vous connaissez peut-être, puisque vous habitez, pour la plupart d'entre vous, je pense, dans la région, on a un contrat de baie pour la baie de Toulon, qui va bientôt être étendu d'ailleurs à la radière. Aujourd'hui, il y avait 2 accords séparés. Donc, on a un contrat de baie qui, au cours de ces dernières années, en fédérant l'ensemble des acteurs de la zone, que ce soit les collectivités locales, les acteurs économiques, et tous les autres usagers, d'arriver à améliorer la qualité de l'eau, la qualité de la biodiversité dans la rade. Et on essaie de partager notre retour d'expérience avec un certain nombre d'autres collectivités, d'autres acteurs de la société civile, que ce soit au Maroc, en Tunisie, par exemple à Bizerte aujourd'hui, en Turquie, en Grèce, de façon à pouvoir partager notre retour d'expérience, nos bonnes pratiques avec d'autres partenaires et essayer d'avoir collectivement au niveau de la Méditerranée une mer qui soit à la fois plus protectrice de l'environnement, où on diminue la pression exercée par l'homme, tout en maintenant, comme je disais tout à l'heure, bien sûr en permettant l'exercice de certaines activités qui sont également indispensables. Donc c'est vraiment un nouveau programme culturel, et technique et politique à mettre en chantier. Mais les événements récents nous ont montré que le récit scientifique ne passait pas très bien dans la culture, parce que le récit scientifique, il pose des questions. Et que quand on est anxieux, on a besoin de certitude. Donc on a besoin de croyances. Et là, donc c'est peut-être la fonction des musées, c'est peut-être la fonction des cinéastes, c'est peut-être la fonction des fabricants de récits, c'est de mettre en images et en mots une scénographie qui permet d'expliquer aux gens, voilà d'où on vient, voilà vers où peut-être on va. Donc ça donne sens à ce qu'on fait. Donc peut-être que le musée aura une fonction éducative, bien sûr, mais peut-être aussi une fonction philosophique, c'est-à-dire poser des questions dont on devra débattre. Et si j'ai associé le musée et le cinéma, c'est parce que dans la Grèce ancienne, le théâtre avait une fonction démocratique. Le théâtre, les comédiens mettaient sur scène les problèmes de la cité et les citoyens devaient, on fermait les portes et les citoyens devaient en discuter. Donc peut-être que ça va être le musée sera le nouveau théâtre qui permettra de mettre en scène les problèmes que posent les scientifiques qui n'apportent pas de certitude. Ils posent des questions. Et ça permettra d'éviter ce qu'on a vu ces 2 dernières années. On a vu réapparaître les scientifiques qui s'opposaient à ceux qui avaient besoin de certitude et de croyance. Et là, donc peut-être que la fonction du musée aura cette fonction de scénographie, c'est un mot que vous employez, de scénographie pour mettre en scène les problèmes. Alors, je souris parce que tout ce que vous venez de dire, c'est exactement ce qui était la source de ce projet de musée du XXIe siècle, parce que c'est ça qu'on est en train d'essayer d'ouvrir. Vous avez compris que le musée, il est là pour sensibiliser, et que pour sensibiliser, eh bien, on utilise d'abord les connaissances. Vous parliez toutes les connaissances scientifiques, les questions que ça pose. Un musée, il est là pour transmettre des connaissances avec un outil un peu particulier qui s'appelle l'émotion, qui s'appelle aussi l'émerveillement, qui s'appelle aussi le plaisir. C'est-à-dire qu'il faut qu'on vienne au musée, il faut ressentir ça pour être vraiment sensibilisé. C'est aussi un lieu où on passe du savoir, des connaissances. Vous parliez de Mars, mais je crois que souvent on dit dans la communauté maritime qu'on connaît mieux la surface de la Lune que les océans. Hein, voilà. On peut même s'arrêter la Lune avant d'aller sur Mars. Tout est à apprendre, tout est à comprendre, à poser des problèmes. Vous parliez de lieux philosophiques, des questions qu'on se pose. Un musée, il prend pas parti. Le musée, il est là pour poser les bases d'une réflexion que le visiteur doit avoir. Je parlais tout à l'heure de visiteur, du public qui est au centre de sa visite. Aujourd'hui, c'est le public, c'est le visiteur qui fait sa propre visite. On lui apporte des connaissances et on va
à travers la médiation. Il faut parler de scénographie, c'est-à-dire la façon dont on arrange les expositions pour faire comprendre, pour transmettre ses connaissances, mais aussi transmettre ses émotions, et pour passer justement de connaissances à des questions. On doit sortir aussi avec quelques certitudes. Moi, quand je me pose la question du musée, des musées, parce que vous avez compris qu'on était un musée national, qu'est-ce que le visiteur, en sortant du musée, doit ressentir et comprendre? Pour moi, il doit évidemment se poser des questions, mais il doit se dire, la France est un grand pays maritime, et c'est important. La France est une puissance navale, et l'amiral est là pour en témoigner. La France est la première puissance navale en Europe aujourd'hui, et la 5e puissance navale du monde. Un grand pays maritime, parce qu'on est, je pense que tous les gens qui sont ici le savent, le 2e territoire maritime du monde. Donc on a une propre responsabilité. Là aussi, on rejoint les questions philosophiques. 2, il faut se dire, le 2e message, c'est la mer et l'avenir, je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, pour ça, on transmet des connaissances scientifiques, on parle des explorateurs. Alors je le dis peut-être un peu en avance de phase sur Jean-Louis, l'exploration que va entreprendre Jean-Louis Etienne va être suivie en direct au musée, justement, pour qu'on puisse, là aussi, vivre en direct l'avenir, le présent et l'avenir. Alors, il se trouve qu'en plus, il a un grand passé, donc ça fait ma liaison passé, présent, avenir, mais on va chercher la science, on va transmettre en direct une aventure extraordinaire. Et ça sera aussi tout ce que dit l'amiral, puisqu'il est au centre de tous les enjeux maritimes, on le voit bien pour la Méditerranée, mais c'est vrai aussi des autres théâtres, puisque tu parlais aussi de l'Atlantique. Voilà. On va en faire ce lieu d'échange, un peu comme aujourd'hui, ce lieu d'échange, de transmission de savoir, d'émotions et d'émerveillement. Donc nous sommes, à ma mesure, un explorateur aussi, un explorateur de l'avenir, un explorateur des sens, peut-être de l'âme aussi, peut-être. Alors oui, bien sûr qu'on a besoin de certitude. Sinon, on peut pas, pour avoir un code de comportement, pour avoir une conduite à tenir. Mais quand on est scientifique, quand on est vivant, ces certitudes sont momentanées. Parce que l'environnement change tout le temps. Et il paraît qu'il y a déjà eu une série de glaciations, réchauffements dans l'histoire de la planète. Et donc c'est pas d'aujourd'hui qu'on constate ça. Sauf que peut-être aujourd'hui ça va un peu plus vite qu'au cours des glaciations précédentes à cause de la technologie et de la manière dont l'être humain modifie notre milieu. Mais est-ce que dans ce que vous allez chercher dans ces pôles, ce que vous allez chercher, qu'est-ce que c'est? C'est une question scientifique ou c'est la découverte d'un nouveau monde? Déjà, ça a commencé par essayer de satisfaire une envie personnelle. Ça, c'est un moteur déjà. J'avais décidé d'aller au pôle Nord tout seul, donc ça a été une construction personnelle, confrontée à ce désir que j'avais, qui me dépassait complètement, où j'ai dû résister à la tentation de l'abandon pour arriver au pôle Nord, et me libérer effectivement de ce projet qui était un rêve. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ça va être ma vie. Et j'ai commencé à organiser des expéditions polaires. Mais en fait, moi, je suis un logisticien, vous voyez. Même si j'ai une culture scientifique, j'ai été, comme vous l'avez dit, interne des hôpitaux, assistant d'université, mais j'aime ces régions. Je ne fais pas de la recherche de terrain, j'apporte de la logistique. Quand j'ai construit Antarctica, qui s'appelle Tara aujourd'hui, qui a dérivé sur l'océan Arctique, c'était pour étudier cet océan. Et là, le prochain projet, effectivement, c'est pour étudier l'océan qui est autour de l'Antarctique. Mais vous avez juste posé quelque chose avant qui était intéressant. La Terre, elle a sa vie propre. Elle a connu des alternances de périodes glaciaires, interglaciaires. Les carottes que l'on fait dans la glace en Antarctique, dont on étudie le gaz qui est emprisonné. On fait des carottages jusqu'à presque 3000 mètres aujourd'hui. On a 1 million d'histoires du climat. Et les courbes que l'on fait en analysant le gaz carbonique et conjointement la température à laquelle ça s'est formé, on voit ça. C'est Claude Lorius qui nous avait ramené ces carottes où on voit cette alternance de périodes glaciaires, interglaciaires. Je fais ça parce qu'il fait cette courbe sur la durée. Et ce qui se passe depuis 150 ans, on voit une accélération, on va vers une période de réchauffement lent sur des milliers d'années. Mais depuis 150 ans, on voit cette courbe qui s'accélère avec une teneur en gaz carbonique
qui augmente, avec la température moyenne qui augmente depuis 150 ans. Elle est là, la signature de la responsabilité humaine sur le réchauffement climatique. On le trouve dans ces carottes-là. Et je me souviens, j'avais fait une conférence donc avec Claude Lerus. Moi, je rentrais de l'Antarctique, je parlais de mes chiens, lui de ses carottes. Et il montre ça et il dit « Le processus est enclenché ». Cette phrase qu'il avait eue à propos de cette accélération pour dire que la machine climatique était en train de se déréguler, quoi, à travers cette signature de l'activité humaine et de cette rapidité avec laquelle on modifie cette accélération lente qui était normalement, qui se serait passée sur des milliers d'années et qui se passe extrêmement rapidement. Et il y a combien de temps qu'il t'a dit ça? En 90. 1990. Moi, je rentrais de l'Antarctique, là, et puis on faisait une conférence conjointe. Moi, je parlais de ma traversée, lui parlait de ses carottes, et il nous montrait ça, donc en 90, c'était exactement. On est en 2020. Et pour l'instant, on n'a toujours pas bougé sur comment contraindre ce problème de changement climatique. 90, hein, vous avez entendu. Hein. Et depuis cette période-là où j'ai traversé l'Antarctique, on avait emprunté ce qu'on appelait les plateformes de glace qui longent la péninsule antarctique, Larsen A, Larsen B, Larsen C. Eh ben, les 600 premiers kilomètres de glace, de plateforme de glace sur lesquelles on est passé, donc c'était en 89, ont disparu. Une partie en 1995, le Larsen A, le Larsen B en 2000-2002, maintenant c'est le Larsen C qui commence à être atteint. Donc on voit sur ces régions polaires, ce sont des témoins effectivement indiscutables du réchauffement climatique. Et il paraît qu'il y avait des palmiers dans l'Antarctique. Oui, mais il y a longtemps. Ah bah oui, c'était pas. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle la dérive des continents. Donc avant d'être au pôle sud, c'était ailleurs. Et en fait, on trouve effectivement, si on fouille un peu, la dérive des continents en fait que tout d'un coup l'Australie, donc il y a une part en Antarctique de l'Australie, de l'Inde, effectivement tout ça, effectivement on doit retrouver effectivement quand ça s'est détaché, il y a une partie qui est partie d'un côté et l'autre de l'autre. C'est pour ça qu'on soupçonne que si on creusait autour de l'Antarctique, on pourrait peut-être trouver du pétrole, des métaux rares, des choses précieuses, voilà. Mais l'Antarctique c'est une bonne idée, ça. Mais l'Antarctique est normalement préservée de l'exploitation jusqu'en 2048. Il y a ce qu'on appelle le moratoire de 50 ans. Et ça, c'est l'œuvre de Michel Rocard. Michel Rocard, qui était en 1990 Premier ministre, et il reçoit à Matignon Bob Hawke, qui était le Premier ministre australien. Et donc, ils ont une conversation le matin de Premier ministre et Michel Rocard dit à Bob Hawke, viens, on va aller boire un café dans le jardin de Matignon. Il y a un beau jardin là, Matignon. Ils boivent un café, c'était en juin. Et Bob Hawke, le Premier ministre australien, commence à lui dire, il faudrait que je te parle de l'Antarctique. Je vous dis ce que Michel Rocard raconte. Et alors, il dit, il faudrait qu'on parle de l'Antarctique. Et Michel Rocard lui dit, écoute, on a aussi à discuter des essais nucléaires, de tous ces trucs-là. Et toi, tu me parles des pingouins, on a autre chose à foutre. Et Bob Hawke lui dit, non, voilà ce qui se passe. Et il y avait le traité, la convention de Wellington, c'était en un mot comment exploiter proprement les richesses de l'Antarctique. C'était une convention. Elle avait été signée par tout le monde et elle devait être ratifiée à la réunion qui avait lieu à Paris en 1990. Et donc, ça devait être ratifié à Paris qu'on allait avoir la possibilité d'exploiter les richesses en Antarctique. Bob Hawke renverse la table, convainc Michel Rocard que la France ne doit pas le ratifier. Et donc, Bob Hawke demande un papier et il commence à écrire quelque chose et il signe. L'Australie et la France ont décidé de ne pas exploiter les richesses, quoi. Et donc, Michel Rocard qui dit à Bob Hawke, mais toi, tu es Premier ministre. Ben, moi, je suis ministre, mais j'ai un patron. Et alors, le patron, oui, mais c'est Mitterrand, le patron. Et Bob Hawke lui dit, ben, écoute, j'ai rendez-vous à 16h à l'Élysée, viens avec moi. Mais c'est une histoire vraie, hein. Et donc, Michel Rocard et Bob Hawke, voiture officielle, arrivent dans la cour de l'Élysée, on ouvre la porte à Bob Hawke, Premier ministre, et Rocard qui sort par la porte d'à côté. Vous voyez la tronche de Mitterrand qui voit arriver son grand ennemi Rocard. Et donc, Michel Rocard raconte, effectivement, il ne les a pas reçus officiellement, c'est-à-dire qu'ils sont restés debout
dans le bureau du président. Mitterrand a demandé, voilà, il a signé, et il est sorti, et à ce moment-là, donc il a fait une déclaration officielle à l'AFP, la France ne va pas ratifier, et c'est parti de là. Et donc il y a eu, après ça s'est passé à Madrid, mais pendant 50 ans, c'était une très bonne idée. On n'avait pas la solution, il y avait qui étaient pour, d'autres qui étaient contre, ils se sont dit on n'a pas le temps, on n'est pas pressé, je veux dire, on n'a pas besoin des richesses de l'Antarctique, donnons-nous 50 ans. Et donc jusqu'en 2048, l'Antarctique est protégée, quoi. Il peut y avoir des décisions politiques qui ont du sens, donc. Oui, celle-là avait du sens. Oui, si vous me permettez juste un mot là-dessus, parce qu'il y a aussi le principe de réalité, parce que les politiques peuvent dire des choses. Aujourd'hui, sur cette question-là, ce moratoire qui commence à être remis en cause par les Chinois et les Russes, et c'est bien tout le combat du successeur de Michel Rocard, qui est Olivier Poivre-d'Arvor, qui est aussi le président du conseil d'administration du musée de la Marine. Il est ambassadeur des pôles et des enjeux, et il se bat pour ramener les Chinois et les Russes à cet accord politique, parce qu'aujourd'hui, c'est pareil en Arctique d'ailleurs, c'est pareil pour le pôle Nord. Les enjeux, ça bouge beaucoup, donc les politiques ils prennent des décisions à un certain moment qui peuvent vite être mises en cause, on le voit bien dans la situation internationale. Pardon de ce petit complément, mais c'est pour relativiser un petit peu ce qui est dit quand même. Et je pense qu'un moratoire équivalent devrait être adopté pour le milieu profond. Parce que pour le milieu profond, il y a des velléités d'exploitation pour les minerais rares, les nodules métalliques. Et actuellement, il y a une course vers une exploitation de l'océan profond, comme pour les pôles. Ça peut être loin, ça peut ne pas se voir, mais ça peut avoir un impact qui peut être considérable. Et malheureusement, au niveau législatif, c'est des no man's land. Il n'y a pas de loi internationale ou des traités qui pourraient permettre des pays à faire ce qu'ils veulent à un endroit, qui ont été décrétés comme leur appartenant. La France a des zones d'exploitation éventuelles, mais la Chine, etc. Mais seulement exploiter à tel endroit, ça a des conséquences en mer à l'autre bout, parce que il y a une interconnexion étonnante du milieu marin, encore plus qu'au niveau terrestre, parce qu'une action qui est faite dans un endroit X va avoir des impacts beaucoup plus loin, parce que le sol marin est connecté avec la colonne d'eau et tout est interconnecté. Et donc un moratoire, si vous pouvez parler à Olivier Poivre-d'Arvor pour insister sur le fait que ce moratoire des glaces et des pôles est à maintenir et qu'il faut arriver à un moratoire pour le milieu profond, je pense que ça serait une décision qui serait sage. C'est-à-dire que là, ça confirme qu'on a les décisions qu'on va prendre dans les mois qui viennent vont être sûrement d'une importance capitale. Il y a déjà eu, dans l'histoire de la planète, il y a déjà eu 5 extinctions. C'est-à-dire que 5 fois de suite, les eaux ont tellement monté, ou ensuite le réchauffement a fait monter les eaux, puis ensuite il y a une glaciation qui a fait descendre les eaux, et à chaque fois on a vu réapparaître une nouvelle forme de vie. C'est ce qui définit la résilience d'ailleurs. La résilience du vivant fait partie de la planète. Sauf que là, depuis quelque temps, ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que le monde technologique, c'est-à-dire le monde de notre pensée humaine, l'artifice, de l'outil et du verbe, est en train de modifier la planète à un moment de manière beaucoup plus rapide. Par exemple, le coltan, les perturbateurs endocriniens, sont en train de modifier non seulement nos enfants, les petites filles surtout, mais sont en train de modifier aussi tous les animaux. Par exemple, en 10 ou 15 ans, ce qu'on appelle les ailes des chauves-souris, c'est pas les ailes, hein, c'est les palmes entre les doigts, ont augmenté de 30%. Pour que les chauves-souris s'adaptent au réchauffement, donc elles évaporent plus. Par exemple, actuellement, vous allez me préciser il paraît qu'il y a de moins en moins de poissons mâles, parce que les poissons sont comme nous. Au début, on est tous femelles. On a tous été des mammifères marins femelles pendant 14 jours. Nous tous. Vous aussi, messieurs. Vous n'avez pas été Donc on a tous été des mammifères aquatiques femelles jusqu'au 14e jour. Et à partir du 14e jour, une petite moitié d'entre nous est devenue mâle et une plus grosse moitié d'entre nous est restée femelle. C'est-à-dire c'est le contraire sur le plan biologique,
C'est le contraire de ce que dit Simone de Beauvoir. Puisque Simone de Beauvoir dit qu'on ne naît pas femme, on le devient, alors que c'est faux biologiquement. On est femelle et on le reste, alors que pour les mâles, on est femelle et on devient mâle. Voilà, je dis ça juste uniquement pour vous perturber, hein, parce que... donc ça veut dire que en quelques années, les animaux changent. Si les poissons mâles diminuent, on voit par exemple chez les oiseaux, les mâles se mettent à couver les œufs. C'est-à-dire qu'en quelques années, et surtout chez nos enfants, les petites filles ont des pubertés étonnamment précoces actuellement. Donc c'est-à-dire que des découvertes techniques sont en train de modifier toute la biologie de tous les êtres vivants, humains, non humains. Et là, donc il va y avoir... Alors, il y a déjà eu 5 extinctions. Si on veut éviter de partir, ce qui n'est pas impossible, hein, peut-être que nous on partira avec les mammifères et qu'une autre espèce apparaîtra sur Terre. Hein. La vie continuera parce que la vie se moque des individus. La vie s'intéresse qu'aux vivants. Donc la vie continuera et nous on disparaîtra peut-être. Mais si on veut avoir une espérance de vie de quelques années encore, il faudra sûrement qu'on agisse dès maintenant et que là probablement il y aura des décisions à la fois biologiques et éthiques à prendre. Est-ce que dans la biologie des profondeurs, dans le nouveau continent que vous êtes en train d'explorer, est-ce que peut-être on va trouver des solutions ou en tout cas des questions? Non, où je suis embêté, c'est que dans France 2030, qui est prévu par l'actuel gouvernement, il est prévu une exploration des grands fonds. Il est indiqué dans ce texte, en tout petit, il faut souvent lire les astérix, que le fait d'explorer ne va pas nous empêcher, nous, la France, d'exploiter éventuellement. Et c'est vrai que là, je suis embêté. Parce qu'en tant que scientifique, pour explorer, il nous faut du temps. Et exploiter, par contre, on risque de pousser à vouloir exploiter parce que tel ou tel pays aura commencé. Et nous, en tant que scientifiques, on n'aura pas encore eu les connaissances nécessaires pour empêcher finalement l'intérêt économique. Et c'est là où moi je suis embêté en tant que scientifique à répondre à une telle question. J'aurais tendance en tant que scientifique effectivement à dire on connaît tellement peu le milieu profond. Et on sait que ce milieu profond est tellement lent et que les processus sont très lents par rapport au processus qu'il peut y avoir en surface. J'aurais une tendance clairement à dire protégeons d'abord, un peu comme pour les pôles. Mettons un moratoire. Et soyons les premiers en France à mettre un moratoire pour vraiment essayer de mettre en place les systèmes qui vont nous permettre de mieux observer, mieux comprendre ce milieu profond. Alors, je comprends très bien ce que vous nous expliquez, mais quand le coltan a été découvert, on savait que ça aurait des perturbations endocriniennes. Quand l'amiante a été découverte en 60, ma femme était à l'INSERM, chercheuse à l'INSERM, et elle a été une des premières à dire l'effet cancérigène de l'amiante. Quelles ont été les décisions politiques et économiques décidées? Aucune. C'est-à-dire que l'impératif commercial était tellement grand que l'amiante a été appliqué et avec des conséquences humaines terrifiantes. Ça a été publié en 60. C'est-à-dire que là, il va y avoir un problème éthique. Les biologistes vont poser des problèmes comme ce que vous venez de faire, mais on pose des problèmes, mais on n'est pas les décideurs. Donc, et on voit comment les décideurs d'aujourd'hui ont du mal à rentrer dans la culture. D'où la nécessité des musées, du théâtre, du cinéma, des explications pour partager le savoir. Parce que sinon, les politiciens ont du mal à être crus. Ils n'ont pas... alors que nous, scientifiques, vous surtout, nous on est des OS. Hein. Une OS aussi. Hein. Donc, mais les scientifiques posent des problèmes passionnants et terrifiants. Nos décideurs ne sont pas toujours écoutés parce que pour séduire, ils sont parfois obligés de servir la soupe qu'on espère. Et donc, il faut qu'il y ait d'autres lieux de débat
où probablement la culture, le cinéma, le musée joueront un rôle, un rôle démocratique. Qu'est-ce qui guide l'idée d'aller exploiter? Parce que explorer, oui, mais c'est à des fins d'exploitation. Évidemment. Non. Ouais, mais... Non, dans la démarche politique. Non, je parle de la démarche politique aujourd'hui. C'est que ça vous a pas échappé qu'on va passer de 80% d'énergie carbonée. En 2050, il faut passer à 80% d'électricité décarbonée. Ça veut dire qu'il va falloir produire de l'électricité non carbonée. Il va falloir améliorer les transports avec des voitures. Ça ne va pas échapper que les voitures vont être électriques. Il faut faire des batteries, donc il faut du nickel, du chrome, du molybdène et du cobalt. Et sous l'eau, il y a ce qu'on appelle des nodules polymétalliques qui sont extrêmement riches à ces matériaux. Et il est évident que dans une perspective où il faut passer de la voiture thermique à l'essence à une voiture électrique, il faut des batteries. Et donc c'est une vision, si vous voulez, qu'a le pays, d'aller sur ces zones où il existe, on sait où ils sont, les nodules polymétalliques, d'aller ramasser ces nodules pour en faire des produits qui serviront à faire des batteries de nos futures voitures électriques. C'est ça qui est dans la perspective. Les ramasser, on n'a aucune technique fiable. Non, mais... et si on les ramasse, est-ce qu'on a une idée de la conséquence que l'on va créer en ramassant ces nodules métalliques? Et certainement et je pas. Ne parle pas je ne parle pas de la conséquence de l'endroit. Je parle de la conséquence globale. Est-ce qu'on a cette idée-là? Est-ce qu'on peut changer de logiciel à un moment donné? Non, mais mets-toi à la place de quelqu'un qui se dit il va falloir que je fournisse des batteries à mes citoyens qui vont rouler à l'électricité. Comment je fais? C'est un peu ça la question. Non, si tu te mets dans une autre chaise, je défends pas spécialement le chose. Non, je l'entends, mais moi la question c'est le principe de Jaurès dans son discours à la jeunesse en 1903, aller à l'idéal tout en comprenant le réel. Donc c'est ce mariage permanent qu'il faut faire, aller à l'idéal tout en comprenant le réel. C'est un discours d'une jeunesse extraordinaire en 1903, Jaurès. Voilà. Donc c'est ce mariage permanent. Il faut cultiver effectivement la protection et la nécessité. La solution, elle est à la fois comportementale, et dans ton raisonnement, il y a une approche comportementale qui est très intéressante. Et puis elle sera aussi technologique, la solution, parce que pour les raisons que je viens d'expliquer, mais ce n'est pas simple, quoi, quand on a la décision à prendre. En fait, c'est jamais simple. Je vais prendre un autre exemple qui rejoint exactement ce que vous venez de dire. C'est par exemple l'éolien. Aujourd'hui, on dit il faut développer des énergies alternatives, donc on va faire de l'éolien en mer. Donc on a des projets en Méditerranée d'éolien. Les organisations environnementales ont attaqué les projets devant les tribunaux en disant vous allez tuer des oiseaux. Donc là aussi, est-ce qu'on veut faire de l'éolien pour justement diminuer les énergies fossiles, ou est-ce qu'on veut protéger les oiseaux? Mais comment on fait les compromis? Et on voit bien que la somme des problématiques individuelles permet pas forcément de trouver des solutions. Donc là encore, je dis pas où est la solution et qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui est pas bien, mais on voit bien que on est aujourd'hui face à des problématiques complexes. Il y a un autre sujet sur lequel je voulais rebondir par rapport à l'échange qu'on vient d'avoir, et ça rejoint ce qu'on a évoqué sur les pôles, c'est qu'aujourd'hui, je pense que la plus grosse menace, au-delà de peut-être de nos discussions qu'on peut avoir en interne France sur ce qu'on doit faire, c'est qu'on a une évolution du système international où il y a de moins en moins de concertation et de coopération entre les pays. Et on a aujourd'hui clairement la Chine et la Russie qui sortent finalement on le voit du système sur un certain nombre de traités dans le fonctionnement des Nations Unies. Et du coup, ça rend de plus en plus la Russie et la Chine dans un poids majeur, à la fois en tant qu'acteur économique, puis dans l'exploitation d'un certain nombre de milieux. Et donc, plus ils vont sortir de ce système-là, et moins on arrivera à se coordonner avec eux sur la protection de l'environnement. Et plus, même si nous, on fait des choses très bien à notre niveau, la planète sera en danger. Donc, là encore, il n'y a pas de solution, parce qu'on voit bien que la route que sont en train de prendre ces deux pays est de plus en plus divergente. Mais c'est un vrai risque, et c'est ce que disait Vincent tout à l'heure à propos de l'Antarctique. C'est demain, si effectivement la Russie ou la Chine nous disent oui, d'accord, j'avais signé un accord, mais en fait, je décide d'exploiter les ressources. Qu'est-ce qu'on pourra faire? Et là, la menace, elle est encore plus forte peut-être que par rapport à une décision qui est prise par la France, dont l'action, à la limite, et l'effet sur l'environnement
sera moindre que les conséquences de ces pays. Est-ce que Les frontières sont plus nationales maintenant. Monsieur Cambredon. Oui, c'est juste pour redire un mot. Vous parliez, Boris, de l'importance des musées. Dans ce débat-là, moi, je suis très heureux là, de ce qui se passe. C'est exactement l'objectif d'un musée du XXIe siècle. Poser les débats. C'est très passionné, les interventions des uns et des autres. C'est tout le problème des scientifiques, de l'avenir, des décisions politiques qu'il faut prendre, de l'éthique, de la morale. Eh bien, un musée, aujourd'hui et demain, en tout cas dans celui qu'on va faire, c'est justement ça, traduire, poser les questions pour que les visiteurs se posent eux-mêmes les questions, apporter des réponses, apporter des éléments pour que chacun puisse juger lui-même. Donc ce lieu, vous parliez de théâtre, vous parliez de cinéma, c'est tout ça, c'est la culture finalement. Et la culture, c'est l'identité. Donc là aussi, on peut aller encore très loin. On reparle du coup de l'identité de notre pays, l'identité même de la planète. Est-ce qu'elle est maritime ou non? Quels sont les sujets qui se posent? Les éléments qu'on transmet par la culture. Et c'est complètement nouveau de pouvoir sensibiliser à la protection de la planète par la culture. Et voilà donc l'objectif qu'on se donne. C'est superbe ce débat. Je me posais la question par rapport à votre intervention sur le fait que effectivement on a des États qui risquent d'y aller, et donc l'excuse c'est puisque eux y vont, il faut que nous aussi on y aille. Et la question que je me pose c'est est-ce que la France, qui est un petit pays mais qui peut avoir une influence relativement grande, c'est est-ce que la France n'aurait pas intérêt éventuellement à montrer l'exemple, c'est-à-dire à montrer qu'il est peut-être possible de faire autrement. Et alors, je passe pour le scientifique qui veut absolument protéger l'océan, etc. Et je prends volontiers cette étiquette-là. Mais le truc, c'est pas que j'essaye de convaincre et de vous convaincre qu'il faut absolument protéger les océans, parce que je pense que les océans, finalement, n'ont pas besoin de nous, ils seront protégés, nous, on ne sera plus là. Donc, je ne suis pas très, très inquiet. Je suis microbiologiste, en plus, je regarde, moi, les choses à l'échelle de la petite cellule, et en fait, qui a une importance énorme parce qu'ils sont très nombreuses. Les micro-organismes représentent la majorité de la vie, finalement, sur cette planète. Et donc, regarder le particulier pour essayer d'avoir une idée sur l'échelle globale, c'est vraiment les préoccupations que je me fais toujours des gymnastiques et qui, parfois, donnent mal à la tête. Hein. Mais ce que je voulais dire, c'est que on commence à avoir quand même des indications claires sur que telle ou telle action va avoir des conséquences. Et sur cette histoire, par exemple, des nodules métalliques, on sait, puisqu'il y a des études très rares, parce qu'évidemment, on ne veut pas faire d'études, parce que si on commence à faire trop d'études qui vont montrer que ça peut coincer d'un point de vue environnemental, il ne faut pas trop en faire. Mais il y a les Allemands qui ont fait il y a 20 ans des études sur l'exploitation éventuelle des nodules métalliques, et on voit encore les traces des essais qui avaient été faits. Donc on sait que la résilience des milieux profonds est très lente. Donc du coup, on ne parle pas, je ne suis pas en train de dire quelque chose sans savoir complètement. On sait a priori que les conséquences vont être fortes. La question est-ce qu'on nous laisse le temps d'essayer éventuellement de définir des stratégies qui permettraient éventuellement une exploitation correcte, ou est-ce qu'on va être les suiveurs d'éventuelles exploitations qui auront des conséquences? C'est une question. Mais là, ce n'est pas le scientifique en biologie marine, c'est plutôt les scientifiques en sciences humaines et sociales qui pourraient peut-être mieux répondre que moi. Et oui, ça pose le problème de la mémoire. C'est que notre mémoire humaine, à l'échelle individuelle, elle dure tant que dure l'individu, qui pourtant est déjà transporteur de la mémoire de la filiation. Et la mémoire des sols, alors elle dure depuis l'origine de la planète même. Donc ça veut dire qu'on a des traces depuis l'origine de la planète dont on commence à tenir compte, et notre impact alors sur la planète. D'ailleurs, je pense que dès que les êtres humains arrivent sur un continent, sur une île, le simple fait qu'ils modifient la végétation modifie toute la vie sur l'île. Donc, or qu'il y a
Il y a quelques centaines de milliers d'années, on était quelques dizaines de milliers de sapiens sur Terre. Alors qu'aujourd'hui, bientôt, on va être 9 milliards d'êtres humains sur Terre. Et que la surpopulation fait que ça va poser des problèmes biologiques, la surpopulation, d'intoxication, ça va poser aussi des problèmes idéologiques et même des problèmes culturels. C'est que, comment fait-on pour faire de la culture pour 9 milliards d'êtres humains ? Comment fait-on pour partager une culture ? On peut partager une culture si on est quelques centaines de milliers ou si on est un petit groupe humain. Alors à ce moment-là, on peut se disputer, se convaincre, ce qu'on a toujours fait. Mais sur 9 milliards d'êtres humains, la question que je me pose, c'est que finalement, quand on est trop nombreux, j'ai mal dit, c'est pas la surpopulation qui pose le problème, c'est l'hyperdensité. Quand l'hyperdensité est trop grande, on ne peut plus faire de culture. Et là, on voit réapparaître les rapports de force. C'est-à-dire que c'est peut-être un peu ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Ukraine. C'est-à-dire que les rapports de force réapparaissent quand on ne peut plus faire de rapports culturels. Donc on est en train de poser des problèmes d'existence sur la planète entière. Et le problème de la mémoire aussi, c'est qu'on est en train aujourd'hui de payer les problèmes posés il y a des siècles, et puis surtout depuis l'explosion de la technologie, pour faire un schéma, on va dire 1960, ou la Deuxième Guerre mondiale. Pour faire un schéma, on est en train aujourd'hui de subir les problèmes posés dans les années 60. Donc ça veut dire, est-ce qu'on peut freiner, et est-ce que freiner, c'est une solution? Alors là, sur le plan politique et sur le plan... il y a des gens qui disent il faut freiner la culture. Mais est-ce qu'on peut freiner? Parce qu'il y a déjà des gens qui sont très pauvres. L'inégalité sociale existe. Il y a une minorité de gens qui sont follement riches. Il y a une minorité de jeunes qui sont follement cultivés. La nouvelle aristocratie, maintenant, c'est le diplôme. Quand j'étais gamin, il y a 2 générations, l'aristocratie, c'était la force physique. C'était la violence, la brutalité qui imposait sa loi. Maintenant, ce qui impose sa loi, c'est le diplôme. Or, ne peuvent avoir de diplôme que des gosses qui vivent dans des beaux quartiers. Donc, c'est-à-dire que le social est en train d'aggraver l'inégalité sociale. Donc là, on est dans un problème. La réaction logique serait de freiner. Mais on ne peut pas freiner quand la moitié des gens ne finissent pas leur mois et qui, eux, veulent continuer à consommer, à augmenter. Donc là, les politiciens qui sont candidats, ils vont avoir celle qui va être élu. Je pense qu'il va avoir un sacré problème à résoudre. Mais peut-être vous avez des solutions. Il a une solution. Non, j'ai pas forcément une solution, j'ai des réflexions. C'est-à-dire que freiner la culture, j'y crois pas. Enfin, je pense que c'est le contraire. Il faut au contraire la développer, mais elle passe aussi par l'éducation. Donc c'est le problème de nos sociétés, parce que là on est parti dans un débat jusqu'à demain matin, parce que on fabrique l'histoire de notre société demain. Je reviens au musée parce que c'est quand même là-dessus, c'est à ce propos que je me suis posé plein de questions. Dans ma mission, c'est de sensibiliser tout le monde, notamment les jeunes, mais parce que c'est l'avenir, mais tous. Et donc on s'est posé la question, comment on fait pour sensibiliser tous? Je parlais tout à l'heure avec une personne qui me disait, en fait, vous croyez que vous sensibilisez tout le monde, mais en fait, vous sensibilisez, vous êtes sur une marge sociale extrêmement étroite. Et en fait, c'est vrai, nous, on faisait des efforts sur toute la partie handicap. On faisait des efforts sur les banlieues, je n'irai pas jusque-là. On était très fiers de se dire, on va aller exporter la bonne parole dans les prisons, dans les maisons et les EHPAD. Mais en fait, on va toucher 10% des gens. Donc, il faut aller très loin socialement pour aller toucher tout le monde. Et donc, par cette culture, il faut au contraire surtout pas la freiner, mais l'élargir de plus en plus. C'est la seule solution pour sensibiliser à vos questions. De la protection, c'est éternel. C'est le développement durable. En tout cas, socialement, il faut aller très loin. Je pense que les musées sont un outil fantastique pour ça. Et pour faire un petit peu la pub du futur musée de la Marine, pour la politique maritime de la France, c'est un magnifique outil. Quand on dit il faut faire quelque chose pour l'environnement à une population, une entreprise au sens large, moi je propose toujours un canevas. Un canevas qui est l'exemple même de l'économie circulaire de la nature.
On revient à l'économie circulaire, on parle de croissance. Est-ce qu'il faut décroître? Est-ce qu'il faut croissance? C'est un peu ce qui était sous-tendu dans votre question. La croissance ne peut se concevoir que si elle entre. Parce que si vous regardez comment fonctionne la nature, au sens large, hein, c'est sur un trépied. Moi, j'ai posé ça sur un trépied, la production primaire. La production primaire, c'est les plantes, c'est le ver, c'est le privilège des plantes. Par la photosynthèse, elles sont pas nomades, les plantes. Elles sont nomades à travers le vent qui amène les graines ou les oiseaux qui les dispersent. Oui, le phytoplancton est une plante qui est nomade. Elle ne décide pas où elle va puisqu'elle est plancton, mais disons que voilà, c'est la production primaire qui est le point de départ de toutes les vies. Toutes les vies dépendent de la production primaire, le ver qui repose sur la photosynthèse. Deuxième pilier, c'est les consommateurs. Je parle toujours dans la nature, c'est des végétariens, des carnivores. Hein, il y a des systèmes proies-prédateurs, bien sûr, ça fonctionne comme ça. Et le troisième pilier, ce sont les recycleurs, où là, ils sont excellents. Dans la nature, il y a les grands carnivores et autres, les vautours, les hyènes, etc. Mais surtout, ce sur quoi tu travailles, sur une multitude de bactéries, de champignons, de microbes. On a davantage de bactéries dans notre corps que de cellules. Il y a un boulot énorme de recyclage qui est fait à notre insu, sans qu'on s'en rende compte, et jusqu'au bout. Dans la nature, c'est un recyclage complet de la matière organique des consommateurs en matière minérale qui va alimenter la production primaire. Donc, tant qu'il y a une stabilité des moyens et des besoins, il y a une économie circulaire. Il y a une évolution, bien sûr, darwinienne très lente. On reprend à quoi ça peut s'appliquer au modèle sur lequel il faut réfléchir. Production primaire, on sait très bien que tout repose effectivement sur le maintien du ver. Je parle des plantes. C'est le pigment de chlorophylle, si vous voulez. Il n'y a que ça qui peut recapturer l'excès de CO2 qu'on a envoyé dans l'atmosphère. On n'a pas d'aspirateur à CO2. Donc la production primaire, elle est fondamentale pour cet équilibre du CO2, mais pour nourrir, si vous voulez. Ensuite, nous, les consommateurs, on a suffisamment de listes de choses que l'on doit faire et ne pas faire pour connaître. Personne, si vous voulez, ne peut passer à côté des mesures qu'il faut prendre. Et là où on n'est pas bon, c'est les recycleurs. Quand vous parlez de recyclage, tout le monde pense poubelle, vieux plastique. C'est un métier d'avenir parce qu'il va falloir faire des produits manufacturés en amont qui soient capables d'être démontés complètement jusqu'au bout et remis dans le circuit industriel. Là, on peut commencer à parler effectivement d'économie circulaire et celle-là, elle est soutenable dans la mesure où on n'arrive pas à des cul-de-sac environnemental. Charles Berling m'a dit à l'oreille tout à l'heure, les gens, avant vos exposés, les gens avaient les idées claires. Maintenant, j'espère qu'elles sont confuses, mais maintenant, il faut que pendant un quart d'heure, le public pose des questions. Voilà ce que m'a dit Charles. Donc, il m'a dit aussi, on ne prend que les questions géniales. Bon, moi, j'ai une question géniale. Voilà, je m'appelle Fabrice, j'ai 65 ans, je vous entends parler de culture. Moi, il me semble que les officiers nazis en 40, ils étaient tous très cultivés. Ça n'a pas empêché la solution finale. D'accord ? Donc je veux dire que la culture... Alors... Non mais qu'est-ce que vous appelez la culture ? Est-ce que la culture qui emmène les gens au musée va permettre aux jeunes enfants, futurs adultes, de prendre les bonnes mesures ? Ce matin, moi j'ai participé au ramassage des déchets. Je peux vous garantir qu'il y a une sacrée carence d'informations au niveau des jeunes. Alors... Quand je vois ce qu'on ramasse dans les collines de Château-Vallon, je peux vous garantir que c'est traumatisant. Ce qui explique que ma voix tremble un peu. Parce que moi, je suis vraiment très pessimiste de voir autant de jeunes, le samedi soir, venir boire des bières à Château-Vallon et balancer leurs bouteilles et leurs capsules dans les collines. Donc, moi, je vous trouve un tout petit peu utopique. Et la réalité n'est pas ce que vous dites. Merci de m'avoir écouté. La réalité, c'est difficile à dire ce qu'est la réalité. Hein. Mais merci pour votre question parce que effectivement, quand les nazis entendaient parler de culture, ils sortaient leur revolver parce qu'il n'y avait qu'un seul récit. Il n'y avait pas de culture. Il y avait la récitation
un seul dogme, mais peut-être que la culture, ça consiste justement à évoluer, à soulever des débats, à évoluer, puisque de toute façon, l'environnement change. Les êtres humains changent, les êtres vivants changent, la nature, les végétaux changent, donc la nécessité de changer de question tout le temps. Donc je pense qu'actuellement, on est dans une période sensible. C'est les périodes, au point de vue biologique, il y a des périodes où tout se converge. Et hop, ça fait une période sensible où on reprend une autre direction de développement. C'est vrai sur le plan biologique, c'est vrai sur le plan culturel aussi, où on voit des changements de culture qui se font en quelques années, parfois bénéfiques, souvent bénéfiques, parfois maléfiques. Hein. Alors, je sais, pour répondre à votre question, je pense que on est à une période charnière, à une période sensible de la condition du vivant, des êtres humains dans le vivant. On est à une période sensible, donc dans les mois qui viennent, il faudra soulever des problèmes qui vont être passionnants et, comme vous l'avez dit, des passionnants et terrifiants. Mais je crois que vous avez des solutions à nous proposer. Non, c'est pas les solutions. C'est intéressant parce que effectivement, il y a un réel. Alors face à ce réel, moi aussi, je suis comme vous quand je vois toutes ces bouteilles partout et tous ces, même, c'est pas que les jeunes qui laissent des trucs par terre. Et ça fait du bien parce que déjà, il y a des jeunes qui les rassent. Donc déjà, c'est pas de l'idéalisme, c'est aussi du réalisme. Et je pense que face à cette situation, qu'est-ce qu'on fait? Rien. C'est pas comme ça qu'on va faire avancer les choses. Et je crois qu'il faut être un petit peu idéaliste parce que c'est un moteur en fait. Moi, je sais que dans tout ce que je fais, je suis un petit peu idéaliste, mais du coup, je suis optimiste et du coup, je veux avancer et du coup, je tiens compte des évolutions, je tiens compte des changements. Je vais commencer tout à l'heure par dire tout change. Tout le monde peut changer quand même. C'est-à-dire que je crois en un avenir meilleur. C'est comme ça, je suis fabriqué comme ça, mais je mets des outils, je fabrique pour que des systèmes, des outils pour qu'on avance. Et la culture est ce moyen-là. Le musée va traduire tout ce qui a été dit là, tous ces grands techniciens, tous ces grands experts qui y a autour de moi, en des mots compréhensibles par les différents publics. Ça s'appelle la médiation. Et voilà, c'est des initiatives formidables. Et donc, face à ce que vous dites, on fait des choses, on se bouge, on avance et ça fait avancer le monde. Voilà, j'y crois vraiment beaucoup. Autre question géniale. Alors, c'est plus une réflexion qu'une question, mais je voulais au départ réagir à le propos de Monsieur Tambourini, et puis je vais réagir aussi à ceux de Fabrice. Je m'appelle Arnaud, je suis le directeur du département de recherche archéologie sous-marine du ministère de la Culture, et je partage complètement vos interrogations, parce que en fait, cette limite entre l'exploration et l'exploitation, nous la connaissons aussi pour le patrimoine. Et je voulais partager avec vous un message d'espoir, parce que le message, il est passé. Aujourd'hui, l'idée que nos épaves, nos sites sous-marins, ils sont très bien là où ils sont, et que probablement, dans une génération, on saura mieux les découvrir, mieux les exploiter, mieux partager ce qu'ils nous apportent, en détruisant moins de choses. Et ce message, il est passé auprès des politiques, auprès de nos partenaires. Le DRASM est un des grands partenaires du musée de la Marine, et nous sommes très heureux, en particulier avec une épave que tous les Toulonnais connaissent au moins de nom, qui est celle de la Lune dans la rade. Justement, la Lune, il y a 15 ans, on a dit on arrête d'y aller, et on va y retourner cette année, parce que en 15 ans, nous avons fait un saut technologique avec nos robots qui nous permettent d'y aller, de mieux connaître et de mieux protéger. Après, je suis au ministère de la Culture, et je crois qu'il n'y a pas de culture sans éducation, sans médiation. Le DRASM est basé à Marseille, dans un quartier alors très poétique, mais pas tous les jours très facile, qui s'appelle l'Estac. Et pendant des années, notre bâtiment s'est renfermé parce que les gamins du quartier, des cités au-dessus, connaissaient pas. Ils voyaient un bâtiment avec des grilles, un drapeau français dessus, un bateau auquel ils n'avaient pas accès. Et du jour où on a commencé à leur expliquer ce qu'on faisait, déjà ça s'est mieux passé. Et puis en plus, le jour où on a commencé à leur expliquer, parce que les Marseillais sont très fiers de la grotte Cosquer, que la grotte Cosquer, elle allait disparaître pour deux raisons. Premièrement, parce que le niveau de la mer monte, mais deuxièmement, parce que l'eau qui est dans la grotte Cosquer, elle est remplie de microplastiques qui abrasent complètement, en plus de ce que fait déjà mécaniquement l'eau, qui abrase la grotte. Et donc,
petit à petit, ce travail, alors peut-être qu'effectivement on touche 50, 75 gamins par an, mais voilà, il faut garder espoir et sinon on n'y arrivera pas. Mais voilà, je pense qu'il n'y a pas de culture sans conviction du partage. Un musée, c'est un lieu ouvert, c'est un lieu d'explication, c'est un lieu de pédagogie. Et se dire que de chaque visiteur d'un musée ou d'un bateau scientifique, on en fait un porte-parole vers une autre personne, ben on aura avancé. Voilà. Ça m'intéresse votre position de la DRASM. Je sais, Jean-Louis Etienne, je sais. Vous connaissez le sujet. Il y a au large d'Audierne un vaisseau qui a coulé il y a très longtemps et mon équipe a plongé il y a à peu près 150 tonnes de plomb. Et donc moi je suis en train de faire construire un bateau, j'ai besoin de 25 tonnes. Donc je me suis dit on peut prendre un peu de plomb et ça permet de recycler. Mais voyez. Je vous ai écrit, Jean-Louis, vous ne m'avez pas répondu. mais c'est vous qui avez répondu. Mais il y a 3 pages. Bah oui. Pour me dire non. Non. Non, vous m'avez pas dit non, vous m'avez alors. dit ça va prendre 2-3 ans. Et bon, le bateau aura pris la mer. Ah, c'est vous. Parlons-en. Mais j'ai appris des choses. Non, j'ai appris des choses que le patrimoine est bien protégé. Mais elle n'était pas con, mon idée. Non. Ah, d'accord. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour l'excellence de ce que vous nous racontez. Vous êtes des personnages qui connaissaient tout un tas de choses de notre monde. Et pour moi, des gens comme vous ont un rôle primordial à jouer, celui de lanceur d'alerte. Est-ce que vous pensez que vous jouez ce rôle de façon suffisante parce qu'il est absolument nécessaire? Merci. Moi, je fais depuis 40 ans des conférences où je parle de ce que j'ai dit tout à l'heure. Et donc, l'auditoire peut écouter. Mais enfin, si vous voulez, la question souvent qui est posée dans un auditoire, c'est « Et vous trouvez que les autres, ils en font assez ?» C'est-à-dire, les autres, c'est les responsables politiques, comme s'il y avait un bouton à l'Élysée où on met « on est off », vous voyez. Il y en a un là-bas, il a vraiment rien compris, quoi. Il suffit de mettre off et puis ça s'arrête. Il y a toute une pédagogie complexe sur la globalité, la complexité de la solution. Et c'est ce travail de pédagogie qu'il faut faire. Et donc, je leur dis, et vous, qu'est-ce que vous faites? Chacun doit être efficace sur sa zone d'influence. Ne pas attendre, si vous voulez, la globalité de la solution, parce qu'elle ne prendra jamais. Ça donne à ceux qui se disent, écoute, ils ne font rien, je vois pas ce que moi je pourrais faire. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, chacun doit être efficace sur sa zone d'influence. C'est absolument nécessaire que chacun participe, devienne un acteur de la solution. Pardon. Alors, ça, je voudrais souligner... Excusez-moi de préciser un petit point. Je pense que ce rôle de lanceur d'alerte devrait être organisé auprès de toutes les autorités de décision, que ce soit les autorités politiques, économiques, sociales, de toutes sortes. Merci. Oui, je partage ce que vous dites, mais le partage du savoir n'est pas toujours évident et parfois il faut un peu de talent, de mise en scène pour faire ce partage de savoir. D'autant qu'on ne sait pas vraiment quelle découverte sera majeure. Des fois, c'est des découvertes techniques minuscules qui provoquent une véritable déflagration culturelle. Il y a 2 exemples pour illustrer cette idée que je vous propose. Les Mongols sont irrésistibles, ils sont en train d'envahir la planète, ils arrivent à Vienne, ils arrivent partout, parce qu'ils ont inventé l'étrier. Et ils tiennent sur leurs chevaux, alors qu'en face, il y a les gros teutons avec des armures, des armes, qui se font renverser par des petits bonshommes qui tiennent mieux à cause de l'étrier. Autre révolution minuscule, découverte technique minuscule qui a provoqué une révolution culturelle énorme, c'est ce qu'on appelle la pilule. Le blocage hormonal de l'ovulation, au point de vue biologique, c'est rien. C'est une découverte bébête. C'est-à-dire qu'on faisait ça chez les lapines. Et c'est rien. Dès l'instant où les femmes sont devenues maîtresses de leur corps, ce qu'elles n'étaient pas avant, elles se sont considérées comme des personnes, et hop, il y a un enclenchement, une véritable révolution culturelle à partir d'une découverte biologique bébête, élémentaire. Donc on sait pas la découverte actuelle, on sait pas ce qui va c'est peut-être, alors on parle d'intelligence artificielle, même si je pense que la traduction est abusive.
intelligence artificielle, ça ne veut pas dire intelligence. Intelligence, ça veut dire collection des données. Une machine peut très bien collecter les datas, comme on dit maintenant, mais c'est pas une forme d'intelligence. C'est un stockage d'informations, c'est pas l'intelligence. Donc, et pourtant, ce stockage d'informations va provoquer des révolutions. Mais on ne sait pas. Ça peut être un OS, ça peut être un paysan, ça peut être un pêcheur. À Tamaris, il y a l'Institut de biologie marine qui faisait des performances tout à fait intéressantes et qui travaillait avec les pêcheurs. Et les pêcheurs avaient un autre savoir. Et il n'y avait pas un savoir supérieur. C'était deux formes de savoir différentes. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer. Il faut être à l'affût pour voir, et on va voir se dessiner. Moi, je pense, dans les mois qui viennent, on va voir se dessiner la tendance de notre future civilisation. Et juste pour aussi répondre à la question, je pense qu'il y a nécessité aussi de rester à sa place. Être lanceur d'alerte, évidemment, mais je pense que le terme a une signification importante. Évidemment, en tant que chercheur, et notamment les personnes travaillant sur le changement climatique, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas été lanceurs d'alerte. Ça fait 1990, et je pense à peu près que les scientifiques ont lancé l'alerte par rapport au changement climatique. Ce n'est pas parfois suffisant. Je pense qu'il faut qu'on reste à notre place, qu'on donne effectivement notre expertise quand on la demande, éventuellement qu'on pousse un peu les portes pour la donner aussi, parce que parfois c'est nécessaire. Mais les citoyens ont leur mot à dire. Les associations ont leur mot à dire. Et ce qu'on essaie de mettre en place, notamment en ce moment, au niveau du CNRS, ça s'appelle un GDR, un groupe de recherche autour de l'océan, qui s'appelle le GDR Homer. Donc on est vraiment en train de mettre ça en place. Et l'idée, c'est justement un lieu de rencontre pour discuter entre chercheurs, mais les chercheurs qui travaillent sur l'objet océan, mais aussi en tant que les décideurs, les représentants des autorités, pourquoi pas les musées, utiliser l'art et la science pour essayer d'avoir une communication qui est différente, une médiation scientifique qui va être différente aussi. Voilà, on essaie de mettre ça en place, mais en même temps, il faut que je reste chercheur, moi. Il n'y a que 24 heures dans une journée. Et si je veux être crédible, j'ai besoin, moi, de continuer ma recherche. Donc le jeu, qui est actuellement parfois délicat, c'est justement d'équilibrer tout ça. Et donc des fois, nécessité d'être en mer. J'y étais au mois de février, je vais y retourner l'année prochaine pour récupérer des données, travailler sur ces données-là, et après venir aujourd'hui, samedi, pour discuter, essayer de partager de l'information qu'on peut avoir. Mais voilà, chacun a son rôle, et je pense aussi que les citoyens oublient qu'ils ont leur rôle. Et on est tous citoyens. Alors, je crois qu'on est tous d'accord pour souligner cette phrase, c'est que la science, c'est un partage. C'est pas une donnée qui ruisselle de haut en bas. C'est un partage. Et que tout le monde, les paysans, les ouvriers, les OS, tout le monde a son mot à dire, à condition de pouvoir partager. Et que c'est probablement le mot clé de notre nouvelle culture, le partage. Partage du savoir et puis partage des biens peut-être, je sais pas, et partage des malheurs aussi. Donc encore une dernière question géniale. Vous nous dites la mer est notre avenir. Pensez-vous qu'elle peut sauver les continents, ne serait-ce que lié à la sécheresse, lié au réchauffement climatique et quel est l'état des recherches à l'heure d'aujourd'hui? L'océan est un grand régulateur du climat, si on prend la question climatique. Ensuite, bien sûr, c'est une ressource alimentaire conséquente. L'océan subit. Il subit tous nos excès de pêche, par exemple, mais si on revient au réchauffement climatique, 93% de l'excès de chaleur est absorbé par la surface des océans. 93%. Donc l'océan joue déjà ce rôle de régulateur thermique, effectivement, et la conséquence, on voit, on le vit ici en Méditerranée,
où les épisodes cévenols ou l'épisode méditerranéen deviennent plus conséquents, plus importants, parce qu'à la fin de l'été, la surface de la Méditerranée est plus chaude, et quand il y a un coup de vent de sud-est qui vient au mois d'octobre ou septembre-octobre, qui amène cette humidité vers les Cévennes, ça monte en altitude, ça se refroidit, ça précipite et ça revient en abondance. Il y a une accélération, il y a une perturbation considérable du cycle de l'eau avec des endroits avec par exemple, ce qui est encore des tempêtes tropicales dans l'arc caribéen, Guadeloupe, Martinique. Aujourd'hui, ça devient des cyclones parce que la surface de l'eau est beaucoup plus chaude. Donc, il faut bien comprendre que l'océan joue un rôle très important, à la fois régulateur thermique et en même temps, c'est une pompe à CO2. Il absorbe à lui seul 30% du gaz carbonique, une bonne partie par la photosynthèse des microalgues, une autre partie par dissolution. Donc l'océan, il nous aide, mais il trinque vraiment. Et donc avec ce réchauffement, il y a une dilatation, avec la fonte aussi des glaces. Le niveau de la mer monte de 3,2 mm par an. Vous voyez, donc l'océan, il est vraiment impacté par nos activités et il est là avec une force de régulation importante pour le moment, quoi. L'océan, c'est une pompe à CO2 et le principal fabricateur de CO2, c'est la naissance d'un enfant. Et dans ce cas, je pense qu'il y a déjà maintenant un problème énorme qui est en train de se mettre en place sur la dénatalité de tous les pays, même ceux qui font encore beaucoup d'enfants. Donc sécheresse, dénatalité des pays encore un peu riches, donc immigration, donc problème politique, donc problème éthique. Donc je pense qu'on va rentrer dans des débats philosophiques absolument passionnants dans les années qui viennent. Bon, ben voilà, je crois qu'on a été tous extrêmement brillants. Merci. Un grand merci à tous les 5 pour la richesse de vos éclairages cet après-midi. Château Vallon, liberté. En aparté, le podcast.